Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour les séries éliminatoires de la LNH 2024. Une série qui va opposer les Canucks de Vancouver aux Prédateurs de Nashville. Alors, c'est une série honnêtement je sais pas, je suis curieux. Je veux dire que je suis curieux de cette série-là parce que c'est pas deux organisations qui nous ont habitués pour être vraiment très performantes en séries éliminatoires. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a de l'air. Du côté des Canucks, on a changé un peu d'identité avec l'arrivée de Rick Tocchet. C'est une organisation qui joue mieux défensivement. Puis là, d'ailleurs, il faut que je le mentionne, Quinn Hughes, que j'ai énormément critiqué sur son jeu défensif, c'est très grandement amélioré au niveau de son jeu défensif. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant parce que ça reste que c'est un défenseur qui performe beaucoup aussi offensivement. Fait que bref, on a eu quand même un changement d'identité du côté des Canucks qui peut laisser croire que cette organisation-là peut se rendre plus loin en série que par le passé. Du côté des Prédateurs de Nashville, je peux pas vraiment dire qu'il y a eu un changement au niveau de l'identité. C'est pas mal les mêmes gars qu'on a depuis longtemps. T'as peut-être Ryan O'Reilly qui est assez intéressant comme addition qu'on a fait du côté de Nashville. C'est un gars qui est peut-être un leader plus silencieux, mais c'est un gars qui est vraiment très à son affaire. C'est un gars qui cherche continuellement à s'améliorer. C'est un gars qui est très responsable dans son jeu, puis qui est très responsable aussi tout simplement dans sa discipline. Donc, je pense que ça, c'est un ajout qui est intéressant qu'on a fait du côté aussi des Prédateurs de Nashville, qui change peut-être un petit peu la dynamique de l'équipe. Mais tu sais, sinon, somme toute, je pense que ça reste quand même une identité qu'on a depuis quelques années du côté des Prédateurs de Nashville, qui n'a pas nécessairement énormément changé. Fait que, bref, je suis curieux de voir de quoi ça va avoir de l'air. Alors, du côté des Canucks de Vancouver, ben écoutez, on a connu une saison exceptionnelle. On a fini premier. Au niveau de la division, on rentre premier au niveau de la division Pacifique et on joue contre les Prédateurs de Nashville qui sont la première équipe repêchée au niveau de l'Ouest, dans la conférence de l'Ouest. Alors du côté des Canucks de Vancouver, quand même, là, 50 victoires, 23 défaites, 9 défaites en prolongation pour 109 points. Une très très bonne saison régulière, franchement. Par la suite, du côté des Prédateurs de Nashville, c'est 47 victoires, 30 défaites et 5 défaites en prolongation pour 99 points. Alors, bon, on a comme 50 victoires pour 34 défaites du côté des Canucks, 47 pour 35. C'est quand même pas si mal que ça. En tout cas, bref. Donc, somme tout, on a deux équipes qui sont pas nécessairement très loin l'une de l'autre au niveau des performances en saison régulière. Au niveau de la moyenne de buts marqués pour les Canucks de Vancouver, c'est une moyenne de buts marqués de 3,40, ce qui est le sixième rang dans la Ligue nationale, quand même très bon. Alors que du côté des Prédateurs, on est à 3,24 pour le dixième rang. Une moyenne de buts encaissés de 2,70 du côté des Canucks de Vancouver. On est cinquième dans la Ligue pour une moyenne de 3,02 du côté des Prédateurs. Ça, on est 13e au niveau de la Ligue nationale. L'avantage numérique des Canucks de Vancouver est à 23% d'efficacité pour le 11e, alors que du côté des Prédateurs de Nashville, on est à 22, 16e position. Et on termine le tout avec le désavantage numérique à 79% du côté des Canucks, alors qu'on est à 77% du côté des Prédateurs de Nashville pour le 22e rang et le 17e rang du côté des Canucks. Alors, ces deux organisations qui ne sont pas nécessairement des organisations hyper dominantes. Du côté des Prédateurs de Nashville, on est très mi-peloton à peu près partout, je vous dirais, là, à part peut-être au niveau du désavantage qu'on est 22e, ça va vraiment pas bien. Du côté des Canucks, là, ce que je vais mentionner, c'est que on s'en sort quand même pas si mal pour les statistiques générales de buts marqués, buts contre. Par contre, les unités spéciales, ça serait peut-être un peu à travailler là, de ce côté-là. Mais il reste que, tu sais, on joue quand même le plus gros d'une partie de hockey à 5 contre 5 lors des unités spéciales. Puis, des deux côtés, je pense que les unités spéciales ne sont pas nécessairement le point qui va être le plus marquant dans les différentes séries. Mais on ne sait jamais. Écoute, tout est possible. Dans les 10 derniers matchs, eh bien, on a 5 victoires, 4 défaites et une défaite en prolongation du côté de Vancouver, alors qu'on a 4 victoires, 5 défaites et une défaite en prolongation du côté des Prédateurs de Nashville. Donc, sensiblement la même affaire. 4 victoires, 6 défaites, 5 victoires, 5 défaites. Assez similaire dans les 10 derniers, honnêtement. Ni une ni l'autre rentre particulièrement en feu en séries éliminatoires. Je pense que les Canucks sont plus surpris en saison régulière. Mais du côté des Prédateurs de Nashville, ça a été l'histoire d'une demi-saison. Là, ils se sont vraiment repris vers la fin de la saison, puis ils ont fait leur stretch tout jusqu'en séries éliminatoires. Mais n'eût été de ça, là, la première moitié de saison, c'était pas terrible, terrible du côté des Prédateurs de Nashville. Alors, du côté des Canucks de Vancouver, les 5 meilleurs pointeurs sont JT Miller qui est le premier avec 81 matchs, 37 buts, 66 passes pour 103 points pour JT Miller. C'est une coupe de saison que ça va super bien pour lui au niveau de la production offensive du côté de Vancouver. Et là, on se rappelle, hein, du côté de Vancouver, on a JT Miller comme premier centre. Après ça, on tombe avec Elias Pettersson et on a fait l'acquisition de Elias Lindholm du côté de Calgary. Donc, on a une ligne de centre qui est une ligne de centre théoriquement qui est capable de produire offensivement. Lindholm est quand même responsable défensivement, ça je vais y donner. Mais tu sais, on a une ligne de centre qui a un gros. Pas qui a un gros potentiel dans le sens qu'ils sont jeunes et qui ont un gros potentiel, mais qui est solide là, au niveau entre autres de la production offensive. Lindholm, lui, de son côté, est un gars
qui peut aussi apporter une touche importante au niveau défensif. Tu vois, depuis son acquisition, Lindholm, en 26 matchs, il a 12 points. Fait que je pense que c'est un gars qui peut produire encore là plus que ça en séries éliminatoires du côté des Canucks de Vancouver. Alors, dans le cas de JT Miller, quand même 103 points en 81 matchs, une excellente saison au niveau de la production offensive, mais que dire de Quinn Hughes? Capitaine du côté de Vancouver en 82 matchs, 17 buts, 75 passes, 92 points. Et là, je vous l'ai dit, hein, lui, son identité a quand même changé, puis il est plus responsable défensivement qu'il l'était avant. Alors, franchement, c'est devenu un défenseur plus complet que ce que moi j'avais connu il y a peut-être 2 ans du côté de Vancouver. C'est un gars qui aime se porter à l'attaque, ça, il n'y a absolument rien de nouveau là-dessus. 92 points en 82 matchs, t'as pas un défenseur qui est gêné d'avancer, mettons. Par la suite, le troisième meilleur pointeur du côté de Vancouver a été Yash Peterson en 82 matchs. Il a 34 buts, 55 passes pour 89 points. Donc, quand même une bonne saison, 89 points en 82 matchs. Par la suite, on a Brock Bowser, 81 matchs, il a 40 buts, 33 passes pour 73 points du côté de Bowser. On se rappelle que c'est un gars que Marc Bergevin, il avait une petite tendance, il voulait vraiment l'avoir, lui, Brock Bowser. 40 buts, c'est non négligeable. Même JT Miller a passé proche avec 37, Peterson avec 34. On a des bons buteurs. C'est peut-être un peu plus concentré la production offensive du côté de Vancouver. En tout cas, bref. Et par la suite, on a à la 5e position Philippe Hronek. Défenseur du côté des Canucks, 81 matchs, 5 buts, 43 passes, 48 points. Une très bonne saison au niveau de la production offensive. C'est un défenseur qui est quand même mobile. C'est pas Quinn Hughes, mais c'est quand même un gars sur qui on peut se fier. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il joue avec Quinn Hughes. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il joue avec Quinn Hughes. Mais on a quand même un gros gap. Là. 73 points à 48 points. Là, on voit que la production offensive est assez concentrée sur quelques éléments du côté de Vancouver. Au niveau des gardiens de but, ben Thatcher Demko a connu quand même une très bonne saison. En 51 matchs, 2,45 de moyenne, 918 d'efficacité. Ça va très bien pour ce qui est de Thatcher Demko. On se croise les doigts qu'il ne va pas se blesser par contre. Mais sinon, je pense qu'on a été à la hauteur. Ceci dit, je mentionne encore une fois que Rick Tocchet a quand même changé un peu l'identité de cette équipe-là. 5e défensive dans la Ligue nationale avec une moyenne de buts accordés de 2,70. C'est pas les Canucks de Vancouver de 3-4 ans. Là. Fait on a quand même une identité qui a changé un peu et qui va être à l'avantage des gardiens de but. Par la suite, on a Casey D. Smith, l'ancien du Canadien de Montréal. Il pas resté longtemps. 29 matchs, 2,89 en termes de moyenne et 896 en termes d'efficacité. C'est sûr qu'à 896, je pense pas qu'on a nécessairement le... Excusez, je testais mon micro. Je pense pas qu'on a nécessairement un gardien de but qui est un partant, mais on a quand même un gardien de but correct comme auxiliaire du côté de Vancouver. Maintenant, on va y aller du côté des Preds, les Prédateurs de Nashville. Alors, du côté des Prédateurs de Nashville, eh bien, écoutez, Philippe Forsberg. Philippe Forsberg, c'est un gars qui est très créatif offensivement, qui est rapide aussi. C'est un bon gentleman d'ailleurs, très apprécié de ses pairs. C'est un homme avec une moustache très imposante. C'est un joueur, honnêtement, qui a un côté offensif qui est hyper intéressant du côté de Nashville. Il fait partie de l'élément production offensive chez les Prédateurs de Nashville. Cette saison, en 82 matchs, 48 buts. Il a frôlé les 50 buts. C'est quand même pas négligeable. Là. 48 buts, 46 passes, 94 points pour ce qui est de Philippe Forsberg. Une excellente saison de son côté à lui. Roman Josi nous a habitués à des saisons avec des hautes productions offensives. D'ailleurs, il me semble qu'il avait franchi il n'y a pas si longtemps le cap des 100 points. Encore une fois cette année, une bonne production offensive en 82 matchs, 23 buts, 62 passes pour 85 points. Alors quand même une très bonne saison du côté de Roman Josi. Gustav Lundqvist, dans son cas à lui, lui il s'est redécouvert quand il est arrivé à Nashville, ça lui a fait vraiment du bien. 81 matchs, 23 buts, 52 passes pour 75 points pour ce qui est de Lundqvist. Et là, c'est là où on arrive avec un élément qui peut être un élément clé dans cette série-là, qui est Ryan O'Reilly du côté des Prédateurs de Nashville. Quand on a fait l'acquisition de Ryan O'Reilly du côté des Preds, ce qu'on voulait, c'est avoir un joueur de centre qui allait être responsable. Ryan O'Reilly, on se rappelle, c'est un gros joueur de centre qui est capable de produire offensivement, mais qui est aussi très responsable dans son jeu. Puis surtout, il est méthodique dans ce qu'il fait et il est très sérieux dans son approche, autant au niveau de la game que hors glace. C'est un gars qui est très sérieux dans son approche, très discipliné. Alors, Ryan O'Reilly amène quelque chose. Non seulement il amène le côté défensif, il amène un apport offensif, mais il amène quelque chose dans le vestiaire qui a pas d'égal. Parce que c'est un gars qu'on prend au sérieux, qu'on respecte, puis qui est très... Je ne veux pas dire qu'il est sévère avec... Il est très demandant envers lui-même. Donc c'est sûr que si tu vois quelqu'un qui est très demandant envers lui-même, après ça, toi, de traîner les bottines à côté, c'est peut-être un peu moins encourageant. Fait que Ryan O'Reilly peut être vraiment un élément qui va changer la donne dans cette série-là, parce que c'est un joueur qui a déjà connu le succès, c'est un gars qui démontre un très bel exemple, puis qui va aussi démontrer le sacrifice pour l'équipe de façon
très importante du côté des Prédateurs de Nashville. Puis ce que j'ai beaucoup reproché aux Prédateurs de Nashville dans les dernières années, c'est que je trouvais qu'en séries éliminatoires, on n'avait pas de caractère. Ben, peut-être que Ryan O'Reilly va changer cette donne-là du côté des Prédateurs de Nashville. Alors bref, cette année, Ryan O'Reilly, 82 matchs, 26 buts, 43 passes pour 69 points. Une saison qui est correcte au niveau de la production offensive pour un gars qui... 70 points, c'est quand même bon. On va dire ça comme ça. Et par la suite, on a Novak qui est au 5e rang au niveau des Prédateurs avec 71 matchs, 18 buts, 27 passes, 45 points. Encore là, on a quand même un gap. Là, on passe de 60, presque 70 points à 45 points. Presque, ben, au-delà de 70 points à 48 points. Fait que tu as quand même une production offensive qui est assez limitée dans les deux cas. Mais peut-être un peu plus apparente du côté des Canucks de Vancouver. Par la suite, au niveau des gardiens de but, eh bien, on a UC Saros, un gardien de but qu'on connaît déjà très bien, un petit gardien de but, mais quand même efficace. 64 matchs, 2,86 de moyenne, 906 d'efficacité. Ça a été une saison qui a été relativement bien, quoique pas excellente pour ce qui est de UC Saros. Askarov, qu'on a vu un petit peu cette année, qui a très bien fait d'ailleurs quand il est apparu du côté des Prédateurs de Nashville. Et par la suite, Lankinen, 24 matchs cette année. Du côté de Nashville, une moyenne de 2,82, une efficacité de 908. Il en reste pas moins que Saros est quand même si les statistiques se ressemblent, Saros est quand même supérieur au niveau de sa prestance, de ses performances, de son athlétisme que Lankinen. Fait que, il reste quand même le gardien de but de confiance. Du côté de Nashville, alors comme j'ai mentionné en début de show, c'est deux organisations que je suis curieux de voir de quoi ils vont avoir l'air en séries éliminatoires, parce que c'est des équipes qui, par le passé, je trouvais que ça manquait de personnalité, ça manquait de caractère dans ces organisations-là. Et je me dis, peut-être, peut-être est-ce que Rick Tocchet va amener cette équipe-là à devenir plus déterminé à vaincre en séries éliminatoires. Peut-être que Ryan O'Reilly va amener quelque chose dans ce vestiaire-là, qui est quelque chose qui va pousser les gars à se surpasser. On a peut-être un autre type de leadership du côté de Nashville. Fait que moi, je pense que c'est une série qui peut aller d'un bord comme de l'autre. Je peux pas vraiment dire que je me sens à 100% en confiance avec aucune des deux équipes. J'ai décidé d'y aller du côté des Canucks de Vancouver. J'y vais avec une série qui va pas nécessairement se rendre en 7. Je vais arrêter en 6. Mais je pense qu'elle peut aller d'un côté comme de l'autre, cette série-là, entre les Canucks de Vancouver et les Prédateurs de Nashville. Alors, d'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Eh bien, fais-le-moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage la vidéo. On s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH 2024. Je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt.